Donc, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Jean-Philippe Martin. Je lui ai demandé, et je le remercie tout particulièrement parce que le sujet dont il va nous parler est compliqué à aborder. Je m'en suis rendu compte aussi à l'intérieur de l'OIT, est celui de l'importance du syndicalisme comme révélateur de ce lien étroit qu'il y a entre la question sociale et la question environnementale. On a souvent tendance, vu des pays et des agglomérations urbaines, justement, à considérer le monde rural comme un monde qui est en retard. Or, en tant que juriste, on peut dire qu'il est, avec le monde maritime, il a été très en avance. Pour ne donner que cet exemple, les contrats d'intégration agricole des années 60 ont été inventés pour contourner le salariat et avoir des travailleurs formellement indépendants, mais en réalité totalement soumises à l'impérium technique de l'agroalimentaire. Ça, c'est une invention qui s'est d'abord déployée dans le monde agricole. Et de même, me semblait-il, le monde agricole est celui qui a été le plus vite, et là encore, peut-être, si j'avais trouvé des gens qui avaient travaillé sur la pêche, on aurait pu les inviter aussi, confronté à la question des limites de la ressource et à la question écologique, et qui a eu à se poser cette question alors même que le syndicalisme, disons, du monde salarial traditionnel continuait de l'ignorer ou de le traiter par les marges. Et donc, monsieur Jean-Philippe Martin, qui est agrégé, docteur en histoire, il a fait dès le début une thèse qui concernait ce monde agricole, puisque c'était une thèse sur les syndicats de viticulteurs dans le Languedoc. Et il est l'auteur de, j'avais lu avec beaucoup d'intérêt, plusieurs articles qui ont été publiés sur l'histoire de comment le mouvement syndical agricole a été saisi par la question environnementale. Et je le remercie particulièrement d'avoir accepté de venir et de nous proposer d'ailleurs de faire une mise en écho de ce qui a pu se passer en France et puis de ce qui a pu se passer en Amérique latine. Donc vous avez la parole avec la même contrainte, le temps est aussi une ressource rare. Donc, voilà. Je remercie Alain Suppiot pour l'invitation. Je remercie Éloi Laurent pour la transition. Effectivement, je vais vous parler d'acteurs qui ont essayé de lier les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, qui ont essayé de lutter contre la diminution de la biodiversité. Alors maintenant, un petit retour. Souvent, on considère en France et ailleurs les agriculteurs comme des pollueurs, comme des productivistes, qui ne s'intéressent pas trop à la qualité de l'alimentation. Donc moi, je vais essayer de vous présenter un courant minoritaire au départ, qui a une certaine surface maintenant, qui a essayé de lier la question sociale et la question écologique. C'est la Confédération paysanne. Et ce sont souvent des gens qui sont passés par un courant qui s'appelle la Nouvelle Gauche paysanne en France. Alors, comment ça s'est-il passé? Eh bien, avant peut-être de... C'est ce qu'on va voir. C'est d'abord, on va essayer de voir comment des paysans minoritaires sont devenus écologistes. Quelle est un peu cette écologie paysanne qu'ils défendent, et est-ce que c'est seulement réservé aux agriculteurs ou aux paysans, j'utiliserai les deux par commodité, des pays riches? Alors, comment des paysans sont devenus écologistes? En fait, en France, tout démarre d'une affaire sanitaire qui est assez isolée. C'est en 1980. C'est quand des éleveurs dénoncent l'utilisation de veaux aux hormones. C'est une affaire sanitaire dans laquelle intervient un syndicaliste paysan qui s'appelle Bernard Lambert, qui est on va dire gauchiste pour simplifier, proche du PSU, et qui défend, et une association de consommateurs va défendre ces éleveurs et appeler au boycott du veau, et ce qui va entraîner que ces paysans vont se retrouver pris en porte-à-faux, puisqu'ils vont être attaqués par d'autres agriculteurs qui vont leur dire, vous voyez, vous faites du mal aux agriculteurs en défendant, en critiquant le veau aux hormones, etc., etc. Alors ils vont petit à petit élaborer, réfléchir à cette question et mettre en cause, on est dans une phase un peu de contestation, mettre en cause ce qu'ils appellent le productivisme, c'est-à-dire la substitution croissante du capital au travail, qui ne s'intéresse pas aux conséquences ni sociales, la diminution du nombre d'agriculteurs, ni sanitaire, c'est-à-dire la mauvaise qualité de l'alimentation, voire les problèmes qui peuvent être liés, ni écologique, et qui privilégie toujours le court terme. Donc on est, à partir de 1980, pour la France, dans une phase d'élaboration un peu de critique du modèle productiviste. Et cette élaboration, elle entre en phase, si vous voulez, avec
un certain nombre d'expérimentations qui sont menées peut-être au Larzac, peut-être dans les zones de montagne, dans les arrière-pays, dans les zones un peu isolées, par des agriculteurs qui n'ont pas suivi le modèle productiviste, mais aussi dans certaines régions très dynamiques, très modernisées, comme l'Ouest. C'est pour ça que je présente ce centre d'études pour le développement d'une agriculture plus autonome, parce que André Pochon est un productiviste, c'est quelqu'un qui a modernisé son exploitation et qui, à la fin des années 1970, au début des années 1980, commence à se dire ce qu'on fait ne convient pas. On produit une alimentation de mauvaise qualité, on fait un travail encore peut-être plus aliénant que celui de nos parents, et donc il faut chercher autre chose. Et donc il va y avoir des expérimentations, vous voyez, c'est très concret, hein. S'installer avec 20 vaches laitières, on n'est pas dans la critique générale politique, hein, de la politique gouvernementale. On est dans les essais. Alors ce sont des néo-ruraux, c'est très connu, mais ce sont aussi des anciens productivistes qui changent un peu leur fusil d'épaule, et ce sont parfois des fils de productivistes qui, revenant après des études, vont essayer de trouver des cultures plus respectueuses des sols, des écosystèmes, qui veulent montrer qu'il y a une alternative au tout maïs, à l'élevage hors sol, à la concentration, etc. Avec cette idée que la démarche ne doit pas être descendante, c'est-à-dire qu'on veut se former de manière horizontale entre agriculteurs. C'est un peu une remise en cause aussi du savoir du technicien ou du chercheur. Et petit à petit, ces gens se fédèrent et créent un réseau d'agriculture durable. Par ailleurs, voilà, en 1987, les différents courants issus de la nouvelle gauche paysanne, après moult conflits, se rapprochent et créent ce qui s'appelle un syndicat qui s'appelle la Confédération paysanne. Et cette Confédération paysanne, son deuxième nom, si j'ose dire, c'est le syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. Donc vous voyez, on essaie de défendre les agriculteurs, mais aussi le type de production. Donc ils affirment la naissance d'une agriculture paysanne. Je regarde si ça marche, oui. Là, il y a quelqu'un qu'on retrouvera un peu plus tard, un moustachu, célèbre en France, du moins, amateur de Roquefort. Alors ces préoccupations environnementales ne sont pas seulement celles d'une minorité de hippies ou de post-hippies, etc., etc. C'est que petit à petit, elles sont reprises par des gens, par d'autres acteurs, pardon. Alors il y a évidemment une figure connue en France, c'est Pierre Rabhi, je ne sais pas s'il est connu au-delà du Burkina Faso et de la France, mais enfin, il est connu pour avoir diffusé l'idée d'agroécologie. La communauté économique européenne, qui est souvent accusée, publie un règlement socio-structurel en 1985, où on s'intéresse à la protection de l'environnement. Elle publie une directive nitrate en 1991. Bon, voilà. Donc l'UE, enfin la communauté économique européenne agit, le gouvernement aussi, et après, par exemple, parle pour la première fois en 2013, c'est Stéphane Le Foll, d'agroécologie. Bon, et y compris le syndicat majoritaire qui s'appelle la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parle, elle a même maintenant une commission bio. Donc si vous allez sur son site, il y a une commission bio, il y a une revue bio, et elle dit que 10% de ses adhérents seraient en bio. Elle a même des responsables départementaux dans les Côtes dans l'île-et-Vilaine, qui pratiquent l'agriculture bio. On peut se demander bien sûr, si on est un peu mauvaise langue, si ce n'est pas une manière un peu d'habiller les choses, puisque vous savez qu'elle critique souvent les normes environnementales, qu'elle est favorable au recours aux organismes génétiquement modifiés en agriculture, et que quand il y a un ministre ou un sous-ministre ou un secrétaire d'État à l'environnement, de la sensibilité écologiste, son bureau est parfois visité de manière un peu abrupte. Par ailleurs, il y a un certain nombre de crises sanitaires qui se répètent dans les années 1990. Il me semble, il y en a plusieurs, mais il me semble que celle qui touche le plus les consommateurs, c'est celle de la vache folle. Parce qu'à partir de là, vraiment, il y en a plusieurs, il y a le poulet, le dioxyde, etc., etc. À partir de là, vraiment, on sent une sensibilité chez les consommateurs, un sentiment que l'alimentation qu'on leur donne est une alimentation de mauvaise qualité. Et donc, il va y avoir des attentes des associations, mais même des journalistes, tout simplement, sur, finalement, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui pratiquent autrement. Et on parle de plus en plus, à partir du livre de José Bové, François Dufour et de Gilles Luneau, de la malbouffe.
Donc il y a une sensibilité importante là-dessus sur la question de la qualité de l'alimentation. Alors, à partir de là, dans le temps qui me reste, je vais essayer de présenter rapidement quelle est l'écologie paysanne que défend plutôt la Confédération paysanne, puisque c'est un peu le sujet que je suis. Et donc, il faut rappeler que le respect de l'environnement est un des 4 axes majeurs du projet de la Confédération paysanne. Il y a bien sûr, excusez-moi, le droit au revenu, ça c'est assez classique, défense professionnelle. Il y a aussi l'idée qu'il faut répartir la production, ça c'est pour aider les éleveurs des régions périphériques. Il y a aussi l'idée qu'il faut, je ne trouve plus mon troisième, et il y a l'idée, c'est l'idée de la souveraineté alimentaire, ça c'est l'aspect de la lutte internationale sur lequel nous reviendrons peut-être en fin de ce petit exposé, et il y a le respect de l'environnement. Alors dans ce respect de l'environnement, il y a des choses qui sont très faciles à défendre, hein, parce que la Confédération paysanne étant un syndicat minoritaire, elle va chercher des alliés en dehors des campagnes. Et elle va les chercher chez les consommateurs urbains, dans les associations de consommateurs, elle va les chercher dans les associations écologistes, etc. Et donc, dans les médias aussi. Et il y a des sujets qui sont très faciles à défendre. Là, on en voit 2. Hein, sortir du glyphosate, bon, ça, évidemment, tous les journalistes, toutes les associations écologistes, il n'y en a aucune qui va pouvoir s'opposer à cela. Donc, il y a une convergence vraiment avec les écologistes des villes. Lutter contre les organismes génétiquement modifiés, là aussi, il y a un point d'accord, pas avec tous les écologistes ou avec toutes les associations de consommateurs, mais beaucoup. C'est un combat médiatiquement rentable pour la Confédération paysanne, même si, évidemment, les chercheurs de l'INRA, parfois, n'apprécient pas trop les incursions de la Confédération paysanne ou ceux du CIRAD. Autre combat qui est facile à comprendre, c'est la question de l'eau. Hein. Il y a des plantes qui ont besoin d'énormément d'eau. La Confédération paysanne va dire que c'est une absurdité de vouloir faire du maïs dans certaines régions de France ou de vouloir faire d'autres. Hein. Il faut économiser l'eau, il faut veiller à sa qualité. Donc ça rejoint aussi la question de l'élevage hors sol en Bretagne, en particulier pour la France, hein, je ne sais pas pour l'Allemagne, mais il va y avoir des actions menées en commun par des agriculteurs de cette sensibilité, avec des écologistes, des environnementalistes, excusez-moi, et des associations de consommateurs en Bretagne contre des élevages hors sol très importants en Bretagne qui polluent profondément les eaux. Évidemment, lutter contre le dérèglement du climat, c'est quelque chose qui va plaire aux écologistes des villes. Autre combat très facile, c'est le combat contre, je ne l'ai pas dit, ce sont les premières pages du journal de la Confédération paysanne, ce sont les combats contre ce qu'ils appellent l'agrobusiness, l'industrialisation de l'agriculture, donc là, que ce soit pour les volailles, pour les vaches, etc. Donc ça, c'est facile de trouver des convergences avec des écologistes urbains. Il me reste 5 minutes, donc j'accélère. Par contre, je voudrais juste pointer 2 combats dans lesquels la Confédération paysanne s'est retrouvée un peu gênée, parce qu'elle perdait certains de ses alliés. Alors c'est par exemple le retour du loup, excusez-moi, hein, venu depuis l'Italie par le Mercantour, etc. Eh bien, effectivement, il y a certains urbains qui trouvent que parfois c'est le loup qui croque des agneaux, c'est magnifique, c'est beau et c'est très champêtre. Donc, pour la Confédération paysanne, il rappelle que d'abord, derrière, à côté des agneaux et des brebis, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans des conditions difficiles, qui aimeraient bien dormir la nuit, qui aimeraient bien pouvoir travailler dans des conditions saines et qui, de toute façon, s'ils n'étaient pas là, eh bien, vous le voyez, ces territoires seraient ensauvagés, hein, c'est-à-dire seraient abandonnés, parce que, à part des randonneurs urbains qui viendraient l'été, il n'y aurait plus grand monde dans le Mercantour, par exemple. Deuxième combat qui pose problème, et depuis c'est plus récent, hein, c'est la question de l'alimentation animale. Hein, avec la montée en puissance des associations anti-alimentation carnée, hein, eh bien, la Confédération paysanne, et j'ai encadré parce qu'il me semble que ça traduit bien leur désarroi, je crois. Hein.
Aujourd'hui, nous subissons des attaques en règle de plus en plus violentes, sournoises contre notre métier, les unes poussées par l'agro-industrie et traduites dans les politiques publiques. Ça, ils ont l'habitude. Ce n'est pas leur problème. Mais ce qui leur fait mal, si vous voulez, c'est en parallèle des attaques d'extrémistes de la cause animale. Bon, on peut discuter du terme extrémiste, mais cherchent à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, des assassins, des exploiteurs. Effectivement, ils ont ce sentiment d'être pris en otage d'une certaine manière, d'être attaqués injustement. Et finalement, ils disent, nous qui essayons de faire de l'élevage paysan, de l'élevage, etc., nous sommes attaqués, alors que ceux qui font de l'agro-industrie, etc., ne le sont pas. Donc, ils n'oublient pas la question de l'abattage, mais comme je n'ai pas de temps, je passe à la suite. Et donc, est-ce que cette question écologique est une question, finalement, qui agiterait seulement les agriculteurs des pays riches et dont se désintéresseraient les paysans des pays du Sud, pour garder cette terminologie? Eh bien, si on étudie un peu les textes du mouvement international auquel appartient la Confédération paysanne, c'est un mouvement qui s'appelle Via Campesina, on voit que dès 1996, ce mouvement s'est opposé à ce qui était l'appropriation des ressources génétiques par les grandes entreprises. Dès 1996, il s'est opposé aux organismes génétiquement modifiés. C'est qu'ensuite que la Confédération paysanne a repris ce combat. Et je rappellerai que quand il y a une destruction en 1999, juste avant l'affaire du McDo de Millau, etc., dans des locaux d'un scientifique à Montpellier, c'est des paysans venant d'Inde qui viennent agir avec le soutien de paysans de la Confédération paysanne française, dont le fameux José Bové. Et je termine là. Même chose pour l'idée, l'expression agroécologie, qui en France a été popularisée en particulier par Pierre Rabhi. Eh bien, elle est diffusée, elle est présente dans les syndicats de la Via Campesina en Amérique latine, au Brésil ou à Cuba, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, nous dit Delphine Thivet dans un article que je n'ai pas le temps de citer là maintenant. Donc, pour conclure, c'est l'idée que ces préoccupations environnementales ou écologiques, elles sont présentes sous des formes différentes, avec des déclinaisons locales diverses, depuis déjà quasiment 40 ans, aussi bien en Amérique latine qu'en Asie et en Europe, qu'elles commencent à s'affirmer en Afrique, puisque la dirigeante, c'est une femme qui dirige la Via Campesina, et qu'elle est originaire d'un pays d'Afrique, qui va me revenir tout à l'heure. Donc on peut dire que tous les paysans ne sont pas des pollueurs, qu'il y a des évolutions qui se font jour. Après, rien ne dit qu'évidemment que la vertueuse écologie passe dans les faits. Excusez-moi.